certainement, beaucoup se posent la question de quoi il est question. Le parricide, donc, cet acte douloureux qui consiste à mettre à la vie de l'un de ses parents et un événement rare, était donc un événement rare et profondément troublant. C'est-à-dire, vous avez votre enfant ou votre fille qui arrive à mettre fin à votre vie. Comment comprendre ce phénomène? Comment une personne en arrive-t-elle à poser un tel acte? Mesdames, Messieurs, dans cette émission, puisque la situation ou alors le phénomène est en train de prendre de l'ampleur, pas plus tard que quelques jours encore, un jeune enfant a donc mis fin au jour, n'est-ce pas, de son papa sur terre. Comment comprendre ce phénomène, mesdames, messieurs? Dans cette émission, nous allons analyser et décrypter le phénomène. Également, dans cette émission, nous parlerons de séquestration des patients dans les hôpitaux. De quoi il est question et comment comprendre qu'un patient qui arrive à l'hôpital n'arrive pas ou alors est séquestré dans cet hôpital-là. Pas plus tard que quelques jours encore, c'est l'hôpital d'Ongousso qui nous a servi donc de leçon. Et il a fallu l'intervention du ministre pour mettre toutes ces personnes au état de nuire ou alors les faire sortir. Mesdames, Messieurs, dans cette émission, nous allons également analyser et décrypter cette situation-là. Pour vous servir une grande équipe, non seulement du côté de la technique, mais également dans ce studio, nos invités qui arrivent à compte-gouttes sont déjà, quelques-uns sont déjà parmi nous. Parmi nous donc ce soir, il est l'homme de la société civile, il est également syndicaliste. Monsieur Soudjem, bienvenue. Bien, merci pour l'invitation, Charles Apollinaire en bas. Je salue tous mes co-panélistes, je salue tous les téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, en particulier, n'est-ce pas, mes collègues enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur. Et je crois que, n'est-ce pas, c'est du champ de contraire que j'ai l'étincelle et surtout, je souscris à l'adage qui dit être heureux, c'est faire des heureux. Être heureux, c'est faire des heureux. Voilà, merci d'être là ce soir, un nouveau look. C'est depuis combien de temps ça? Monsieur Soudjem. On en parlera. On en parlera. En tout cas, je crois que madame à la maison vous regarde et c'est elle qui vous dira comment se présente votre nouveau look. Également, sur ce plateau, un journaliste, Alain Diok, bienvenue. Bonjour ou bonsoir Prince Omba, bonsoir à mes copanels et bonsoir également à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci d'être là ce soir. Vous êtes journaliste, vous aimez bien les questions économiques, sociales et parfois aussi l'international. Oui, disons que j'avais un petit chat à la gorge. Je crois que là, ça va mieux. Oui, là, ça va mieux. Ok. Bon, disons que oui, je pense que c'est aussi ça le quotidien du journaliste, c'est-à-dire que pouvoir analyser, décrypter toute l'actualité, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, géopolitique, sur le plan même international. Donc voilà, c'est notre dada de tous les jours et nous nous affirons donc... Très rapidement avec vous, là, je vous accueille avec ceci, même si M. Soudjem voulait que je lui pose une question, peut-être je vais lui poser une petite question, mais il aime trop le débat. Alors, avec vous, une question internationale quand même, nous avons vu le président du Tchad qui a mis un terme aux relations militaires avec la France. Oui, disons que ça fait quand même les choux gras de la presse dans la mesure où on sait que le Tchad est justement à son partenaire traditionnel qui s'appelle notamment la France. Et lorsque les soldats français ont été débarqués du côté du Sahel, c'est-à-dire notamment du côté du Mali, du côté du Burkina Faso et même du côté du Niger, je crois qu'ils ont trouvé un terrain ici au Tchad. Mais maintenant, il se trouve que nous sommes dans la géopolitique où tout change. Et le président tchadien ne comprenait pas parce que tous les présidents de l'Afrique centrale ont diversifié les partenariats.
Or, il y a encore des pays ici... Pas tous les... Je dis presque. Je dis presque. Notamment, il y a des pays comme le Gabon. Oui, il y a des pays comme... On sait très bien qu'il y a des pays comme le Gabon. Diversifier le partenariat. Qu'est-ce que l'on peut comprendre? Multiplier le partenariat ou alors diversifier véritablement? Je parle de diversification de partenariat. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de l'Afrique francophone, si je prends le cas du Sénégal, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a deux partenaires. La même chose avec le Sénégal, c'est-à-dire la France et l'Union européenne. Vous allez voir qu'un pays comme le Sénégal a deux partenaires, comme je l'ai dit, mais ces deux partenaires ont investi à plus de 78%. Donc, je pense que maintenant, l'Afrique centrale a essayé de comprendre, par exemple, le Cameroun, qui a plusieurs partenaires, le Cameroun, qui a la Russie, qui a l'Israël, qui a le Brésil, qui a des pays comme la RDC. Beaucoup de pays ont diversifié les partenariats. Et il y avait encore le Tchad qui était en train de tarder. Et maintenant, je crois que avec ce monde qui est devenu... Le principal partenaire quand même du Tchad, c'était la France. C'était la France. Vous mettre un terme à ce et ce qui a encore déclenché, c'est des ruptures. On voudrait comprendre. Oui, ce qui a déclenché, je peux expliquer ce qui a déclenché même la rupture. C'est justement ce qui a eu la dernière fois, le carnage qu'il y a eu la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a eu sur le carreau près de 48 soldats tchadiens qui sont tombés au front. Alors que il y a une base militaire française qui est de ce côté. C'est-à-dire que comment est-ce que Boko Haram peut arriver jusqu'à ce niveau sans qu'on puisse signaler, sans qu'on ne puisse voir... Vous aurez dans la question, donc quelle est l'importance, n'est-ce pas, de cette base militaire. Voilà, donc je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui ont contribué à ce partenariat, justement, on laisse une rupture. Oui, c'était juste pour vous permettre d'entrer ou alors de vous accueillir sur ce plateau. Le professeur Moussamo Bamba n'était pas très d'accord, il secouait la tête tout à l'heure. Bienvenue, professeur. Merci. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et bonsoir à tous les copanélistes. Merci d'être là ce soir. Je vous ai pris le cours. Vous avez accepté l'invitation. Oui, en effet, parce que j'avais d'autres choses à faire et bon, j'ai dû suspendre beaucoup d'activités pour venir et braver les énormes bouchons qu'il y a maintenant dans les rues de Yaoundé. Vous voyagez beaucoup. Récemment, vous étiez au Tchad. Comment comprendre cette rupture de ce partenariat Tchad-France, rupture militaire? Mais pour dire vrai, ce n'est pas une nouveauté. Du temps d'Idriss Déby Itno, il l'avait dit lui-même, à un moment donné, il avait sollicité le départ des troupes tchadiennes, qu'il n'a pas pu obtenir. On ne peut pas savoir exactement pourquoi. Aujourd'hui, il ne voyait pas déjà venir quelque chose. En réalité, c'est quand on regarde la position des forces françaises en Afrique, elles n'ont pas été là à la demande des présidents africains. Comme on donne un seul nom d'un président africain qui a demandé l'implantation de ces bases. Et puis je comprendrai. Ces bases sont là bien longtemps avant les prétentions de lutte contre le djihadisme aujourd'hui. Elles sont là depuis l'époque coloniale. Elles ne luttaient pas contre le djihadisme à cette époque. Elles sont là pour d'autres régions. Pour d'autres raisons, autant pour moi. Et je crois que le Tchad avait déjà senti la non-nécessité de la présence de ces troupes. Mais le Tchad n'arrivait pas encore à s'en défaire. Mais je pense que c'est beaucoup de courage de la part d'Idriss Déby, le fils, qui a réussi ce coup. Et puis c'est dans une certaine mouvance. Il faut retenir aussi que le Sénégal... Combien de temps ça peut tenir? Aussi... Est-ce que ça va tenir? Non, c'est une affaire de volonté. Je pense que ça va tenir si le chef de l'État a décidé que ça... Il n'y a pas de raison que ça... Vous savez bien comment Idriss Déby fils est arrivé au pouvoir. Oui, en fait... Selon la Constitution, c'est pas lui qui devait il y a beaucoup de choses, prendre le pouvoir. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas selon... Mais il a fallu l'arrivée, l'imposition, n'est-ce pas, du président François. Bon, on peut le dire. On ne l'a pas vu de manière évidente, mais on peut le dire. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est ce fils-là qui fait partie de la France. On le dit, le Sénégal aussi a annoncé le départ prochain des troupes françaises du Sénégal, qu'on ne l'oublie pas. Donc il y a une certaine mouvance au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau du Sahel.
Et le Tchad est bien voisin, donc bénéficie des effets favorables. Contrairement à ce qu'on parle, n'est-ce pas, de ce 109 jeunes africains, ce jeune président africain. Il y a de cela en effet, mais il faut dire qu'il y a un mouvement général quand même en Afrique de l'Ouest. Contrairement à ce qu'on parle, on dit de l'Afrique centrale. Non, l'Afrique centrale est immobile. C'est le point stable de ce qu'on a souvent appelé la France-Afrique, de toute l'Afrique. C'est l'immobilisme total en Afrique centrale. On ne peut pas comparer les dynamiques aujourd'hui, même pas seulement aujourd'hui. En RCA, il y a quand même déjà... Oui, la RCA... Le président de ce côté a dit... Effectivement. Il peut déjà avoir d'autres partenaires. Il faut avoir... Au Cameroun, il y a quand même ce d'orgueil-là. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas bien les histoires du Cameroun. Vous avez parlé de la RCA. Et il faut dire qu'en réalité, c'est les erreurs de la France qui font profiter la RCA. La France a été en RCA et on a vu ce qui s'est passé en RCA. Il n'y avait pas de répit en RCA. Il y avait les problèmes tous les jours. C'est X qui arrive sur un char, c'est demain un autre qui le chasse avec un bazooka, qui lui-même est chassé par les mitraillettes. Et puis, il est arrivé cette erreur stratégique des armes proposées au gouvernement centrafricain pour lutter contre, mais qui se trouvaient être des armes saisies, je crois, en Somalie. Ce qui est interdit par les conventions internationales, et la Russie a bloqué. Et la France a voulu monter les Centrafricains contre les Russes en leur disant que nous avons bien voulu vous donner les armes, c'est les Russes qui ont empêché. Mais quand les Russes sont expliqués, on dit que non, ils ont voulu vous flouer. Ce qu'ils ont voulu vous donner, c'est des armes saisies. Selon qu'ils vous donnent les armes neuves, ce que nous pouvons vous donner. Okay. Et c'est comme ça que petit à petit, la Russie est venue en RCA. Et on voit qu'aujourd'hui, la RCA est... Il y a la calmie, il y a presque la paix déjà en RCA. Okay. Malgré les suppressions. Oui, mais ça, je vous dis, c'est l'Afrique centrale, mais c'est un accident de l'Afrique centrale. Il faut le reconnaître. Merci. Mais maintenant qu'on l'a dit, on a dit, il y a la diversification. Elle n'est pas. Donnez-moi le nouveau pays qui est dans la diversification. Tous les partenaires de la RCA. J'ai parlé. Enfin, quand vous dites que le Cameroun est dans la diversification, avec quel nouveau partenaire? Mais on a plusieurs. Lequel on a la France, on a la Russie. La Russie est avec le Cameroun depuis très longtemps, depuis nos indépendances. Est-ce que la diversification lorsque vous le dites, vous faites comme si c'était une nouveauté que non, mais je dis que la diversification avec ce que vous avez dit, un partenaire majeur. Merci. Un partenaire majeur. Et quand on a dit majeur, on comprend ce que c'est que cette majorité. Ok, professeur, c'est un sujet à voir avec M. Mbarga. J'entends beaucoup de choses qui se disent on a renoncé à ceci, des choses internationales et surtout lorsqu'un État dénonce des accords, qu'il veuille les taire ou pas, ça se dit, on entend ça dans les médias, sauf les affaires du Cameroun, qui seuls ceux qui disent ont vu. Merci à vous, merci à vous. C'est moi, au quartier on dit c'est moi qui vous ai provoqué. Ok, merci. Je vais accueillir quelqu'un d'autre. Oscar, bienvenue. Bonsoir Charles Apollinaire, bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir aux citoyens camerounais, particulièrement ceux de ma formation politique, les citoyens actifs du Cameroun. Et plus particulièrement encore ceux qui nous regardent du côté de Douala, parce que je sais qu'ils sont devant les petits écrans pour regarder l'émission. Merci d'être là ce soir. Vous êtes du CAC. CAC. Citoyens actifs du Cameroun, exactement. C'est CAC ou CAC? C'est CAC. On peut dire CAC parce que CAC, si vous allez dans certaines régions du Cameroun, notamment la Léquier, et que vous dites CAC, bon, ça a une connotation de viande. Et du coup, quand on sait qu'on a souvent demandé à nos populations qu'est-ce que vous voulez en termes de développement, la viande ou bien le développement, ils ont toujours choisi la viande. Donc, on ne voudrait pas qu'il y ait cette connotation dans les esprits. C'est pour ça qu'on préfère qu'on dise CAC. Ok. Il faut dire que c'est un parti solidement implanté du côté de la Léquier également. Donc, merci d'être là ce soir. C'est moi qui vous remercie. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre, Eric Guingem, qui me retrouve. Bienvenue.
Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes président du parti PEC. Parti écologique du Cameroun. Parti écologique du Cameroun. Tout à fait. Qui existe depuis combien de temps? Le Parti écologique du Cameroun existe depuis exactement 1 an. C'est un parti qui défend tout ce qui est environnement, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est droit des jeunes, des femmes, et également qui apporte ses réformes sur le champ politique. Il fallait bien un parti comme celui-là. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il a beaucoup manqué ou il arrive tardivement. En tout cas, ça fait 4 ans que nous avons fait la demande et nous avons attendu pendant 4 ans pour pouvoir avoir cette autorisation. Merci d'être là ce soir. Récemment, vous étiez aussi lors de la concertation élu comme acteur de parti politique. Je n'étais pas là, donc vous n'avez pas été invité? Je n'ai pas été invité, donc du coup nous n'avons pas participé à cette concertation. Ok. Vos ambitions? Notre ambition, c'est participer à toutes les élections, donc en 2025, les élections à venir, parce que nous sommes un parti innovant. On apporte sur le champ politique quelque chose qui n'a jamais existé. Nous sommes le seul parti écologiste aujourd'hui, présent, qui fait partie de la Fédération des Verts africains, dont je suis le représentant auprès des Verts mondiaux, qui est la Fédération mondiale des partis écologistes. Donc nous, aujourd'hui, on est présents dans ces 2 fédérations, dont on estime qu'on a un rôle majeur à jouer au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique, au niveau international, au niveau mondial, donc surtout au niveau du Cameroun, où nos concitoyens ont besoin de changement, ils ont besoin d'innovation, ils ont besoin de nouvelles choses. Et c'est ce que nous apportons au Parti écologiste, des choses qui n'ont jamais existé, mais qui concernent surtout la jeunesse, les femmes, et donc il faut apporter cette innovation. Et c'est ce que nous apprêtons à faire à 2025 avec toutes les échéances électorales à venir. Donc, vous parlez de 2025. Oui. Nous n'avons qu'une seule élection en 2025, si je ne me trompe. Oui, mais vous savez... C'est la présidentielle. C'est la présidentielle et l'élection, elle ne se prépare pas l'année de l'élection, voyez-vous. Vous avez dit, vous comptez, vous allez participer à toutes ces élections. Oui. Ce qui vous dit que vous remplissez, n'est-ce pas, tous les critères. Oui, donc, oui, vous savez, les élections... lorsqu'on est un parti politique, on a... Vous savez bien au Cameroun, pour participer à une élection présidentielle, le premier critère, c'est avoir un élu. Ils peuvent participer sans avoir un candidat. Bon, je réponds pas ça. Vous savez que c'est ni vous ni moi qui décidons qui participera aux élections. Ouais. Et je pense que ce qui est intéressant pour un parti politique, c'est d'avoir l'idée, l'ambition de pouvoir faire présenter aux citoyens son programme, ce qu'il pense. Et tout commence par là. Ok, merci d'être là et j'espère que vous serez des nôtres également. Bienvenue à cette grande famille politique. Ici, ça débat, ça se discute, ça se donne un peu des coups, mais quand même dans la construction. Voilà, merci, bienvenue. Mesdames, Messieurs, nous allons d'autres, le docteur Paul Biya également, sera également des nôtres sur ce plateau. Le temps pour nous de prendre cette transition, on revient pour prendre le premier sujet phare à l'ordre du jour. À tout de suite pour la suite. Que cela commence à devenir récurrent. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, pour planter le décor, parce que j'aurais bien voulu, d'abord, oui, quelqu'un va d'abord prendre la parole. Alors, professeur, ici, parricide, on parle du parricide, comprendre le phénomène, peut-être à des mots plus simples, peut-être vous en tant qu'anthropologue, que comprendre par parricide? Ok, je comprends par parricide. Vous avez vous-même donné la définition, c'est le fait qu'un fils tue un père. Le fait qu'un fils tue un père, c'est cela. Bon, alors le problème, est-ce que c'est une nouveauté? Assurément pas, puisque c'est nommé. S'il y a un nom, ça veut dire que c'est une réalité qui existe depuis que le nom existe, ou bien tout au moins depuis que le nom existe, mais ça peut exister. Au Cameroun? Oui, au Cameroun, ça existe. Alors, ça existe culturellement dans la sphère de pouvoir. Il y a un proverbe qui dit que le prince n'accède au pouvoir que s'il tue le père.
C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes par lesquels ça ne se fait pas de manière barbare, ça ne se fait pas... Bon, bref, il faut quand même pousser le père pour que le fils émerge. Et ça, c'est, je dis bien, dans la sphère politique. Politique. Bien, mais maintenant, lorsqu'on rentre dans la vie sociale elle-même, cela pose un problème qui perturbe. Pourquoi? Parce qu'il faut situer symboliquement le père dans la vie d'un individu. Le père, c'est quoi? C'est qui? Le père, c'est le protecteur. C'est celui qui donne d'abord la vie, c'est le protecteur, c'est celui qui assure votre éducation. C'est celui qui est le pourvoyeur des moyens pour l'enfant qui est encore sans possibilité, n'est-ce pas? C'est le père qui pourvoit, n'est-ce pas, à ses besoins. C'est le père qui le protège contre l'adversité sociale. Quand un enfant est agressé, il dit, je vais dire à mon père. Même quand c'est la maman qui le brutalise, il dit, je vais dire à papa. Donc, alors, c'est la grande protection pour l'individu. On grandit comme ça, en sachant que le père est là, le père. S'il y a un problème qui survient, c'est papa qui va protéger. Dans ce cas, le père devient donc quelque chose de sacré. Et il est sacré, effectivement, parce que dans le plan symbolique, c'est lui qui bénit et c'est lui qui peut maudire. Donc, alors, il a un statut pratiquement divin pour le père. Les chrétiens, quand ils vont là-bas, ils disent qu'il y a un commandement qui leur dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. » Donc, vous comprenez jusqu'au plan religieux comment est-ce que le rôle du père est magnifié, comment le rôle du père est sacralisé. Donc, en venir donc à attenter à la vie du père devient une problématique très, très sérieuse et à ce niveau, au plan social, c'est un phénomène très rare dans l'Afrique ancienne. Parce que si on dit l'Afrique, il faut toujours distinguer l'Afrique ancienne et celle que nous vivons aujourd'hui, qui est une Afrique nouvelle, qui est une Afrique au carrefour des civilisations, qui est une Afrique un peu perturbée, qui... Disons un phénomène rare, cette Afrique ancienne. Oui, mais qui se vulgarise maintenant dans l'Afrique nouvelle. On apprend... Des histoires des enfants qui tuent les pères, des enfants qui tuent les mères. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que cela arrive? Pourquoi vous allez répondre tout à l'heure, vous allez voir. Maintenant, okay. Et puisque vous avez dit, il y a donc, on entend qu'un enfant a tué son père. Mesdames, messieurs, ça se passe au Cameroun également. Le reportage que je vous invite à suivre est un reportage, n'est-ce pas, de la rédaction centrale d'Info TV. Je vous invite à écouter. Question, n'est-ce pas, de mieux planter le décor. On se retrouve tout juste après ceci. Le nommé Christian Sausigné, conducteur de moto, trouve la mort dans son domicile, arraché à la vie par son fils de 11 ans et élève en classe de 6e. À l'aide d'un poignard, ce dernier poignarde son géniteur au niveau du thorax, mort s'ensuit. La scène se déroule le lundi 2 décembre 2024 aux environs de 22 h à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Selon le témoignage du mis en cause, il aurait tenté de rejoindre sa maman en séparation de corps avec son père. Face au refus de son géniteur, il a tenté une action qui a mal tourné. Pourquoi tu as poignardé ton père? Pourquoi tu l'as tué? Parle fort. C'était pas ton intention. Tu fais quelle classe? 6e. Tu fréquentes où? Oui, polyvalent, yes. Polyvalent quoi? Yes. Tu as quel âge? 11 ans. Voilà. C'est quoi? Pourquoi tu as donc poignardé ton père? Ça s'est passé comment? Explique-moi. Je voulais partir chez ma mère. Tu voulais partir chez ta mère? Et tu as demandé à ton père, il a refusé? Il a refusé. L'enfant était tellement têtu entre mes mains. J'ai appelé le secours de son père. J'ai dit que ça ne me laisse pas, aide-moi. Un cas de parricide, de plus qui laisse en voix les populations. Pour les traditionalistes, il pourrait s'agir d'un cas d'envoûtement, un acte téléguidé par des forces occultes ou une main extérieure mystique. Alors, les hypothèses sont nombreuses. La première hypothèse ici est mystique. Le jeune homme peut avoir été envoûté
possédé par des membres de sa confrérie mystique maléfique. Et c'est eux qui ont coordonné l'action. Car il faut le dire, il n'y a pas d'âge en sorcellerie négative. Un petit enfant de 4 ans, de 10 ans, de 12 ans est un adulte dans ces milieux-là, car toutes les âmes ont le même âge. Et alors, on peut commanditer l'acte qui s'est réalisé là. On peut l'avoir téléguidé à distance. Et c'est au moment où l'acte a déjà été accompli qu'il retrouve sa raison et on le voit dans des atermoiements de regrets complets. Cette tragédie attriste les parents qui estiment pour certains qu'elle remet en question l'encadrement et l'éducation de l'enfant. Ils pointent un droit accusateur sur les programmes télévisés. Dans les années antérieures, l'éducation d'un enfant était assurée par les grandes personnes qui n'étaient pas forcément vos parents biologiques. Un voisin pouvait corriger votre enfant sans que ça ne choque le parent biologique. Alors c'est une interpellation. C'est une interpellation vis-à-vis de tous les acteurs sociaux, sans discrimination, sans restriction aucune, pour ne pas continuer à avoir des actes comme ceux-ci qui attristent toute la société et qui nous amènent à dire que nous avons échoué dans notre rôle de parents. Disons, les parents jouent un rôle de plus en plus mineur, restreint dans l'éducation des enfants et désormais, cette éducation est contrôlée par la télé. La télévision développe chez nos enfants les aptitudes qui sont parfois contraires à nos valeurs. Et j'ai le sentiment de plus en plus que, en tant que société, nous avons renoncé à contrôler ce qui, ce qui oriente le développement de nos enfants, leurs pensées, leurs attitudes, leurs connaissances. Je ne dis pas que cet enfant c'était le cas pour lui, mais j'imagine qu'aujourd'hui dans les séries ou les films que les enfants voient, c'est des choses qui sont tout à fait courantes et qui s'inscrivent dans le subconscient des enfants et qui un jour, sous l'effet d'une colère justifiée ou non, peut reproduire quelque chose qui était dans son subconscient. Pour des psychologues, c'est un phénomène qui invite à réfléchir sur le fondement de la famille et la situation pourrait trouver une explication à travers différentes causes. En réalité, c'est un enfant qui est en train de renoncer à la famille, qui est en train de détruire les fondements même de sa filiation, de ses identifications. C'est un phénomène qui peut faire peur, mais qui doit également inviter à réfléchir davantage sur quoi est fondée la famille de nos jours. Les parents constituent la base de la famille, le socle des identifications de l'enfant. L'enfant se regarde et se reconnaît et se retrouve à travers ses parents. Mais lorsqu'on dit parents, on parle de deux personnes, d'un père et d'une mère. Un enfant qui en vient à lever la main contre le parent au point de lui ôter la vie, c'est un enfant qui s'inscrit dans la destruction. C'est un enfant qui est en train de supprimer les bases de sa propre filiation, les bases de son identification. C'est un enfant qui prend la place du père. Cet acte, selon le crypto-communicologue, pourrait avoir des effets néfastes sur la vie de ce présumé assassin encore mineur. Le corps de son défunt géniteur est gardé à la morgue de l'hôpital de Bameka. Voilà, merci à Nadège, journaliste à la rédaction centrale de Info TV, par ailleurs grand reporter. Merci pour ce papier. Un spécialiste de la chose, un journaliste sur ce plateau. Monsieur Njok, oui. Votre réaction? Oui, disons que après avoir suivi le reportage, je pense qu'il y a 2 ou 3 choses qui sont venues à l'esprit. La première chose, c'est que je crois que je peux avoir, c'est une impression, qu'on ne forme plus nos enfants, mais les pourritures du futur. J'espère que je n'exagère pas. La seconde chose, ce qui a attiré mon attention dans le reportage, c'est au niveau où on parlait des séries télévisées. Ça revient quand même de temps en temps. Vous savez,
si on prend l'exemple des séries télévisées, où les stars sont des imbéciles, je définis. Un imbécile, c'est quelqu'un qui, en lieu et place de la rationalité, utilise le ressenti. En lieu et place de la raison, utilise les affects, c'est-à-dire les sentiments. Or, on connaît aujourd'hui la puissance de l'audiovisuel à travers le processus d'identification au modèle. C'est-à-dire que si votre modèle est un imbécile, vous rentrez dans un processus d'imbécilisation, donc d'aliénation. Donc là, on parlait d'aliénation. Les gens sont aliénés par ce qu'ils voient à la télé. Les enfants sont aliénés par ce qu'ils voient à la télé. Et même les grandes personnes, hein. Et là, ça ne demande même pas d'avoir un certain niveau intellectuel. Parce que même ceux qui sont comme le prof peuvent être aussi aliénés. Donc, c'est un phénomène, justement, qu'il faut... Et ça relance au goût du jour la question même de l'éducation de cette génération. Ok. Donc, oui. Donc je m'arrête pour là. Ok. Voilà. Vous savez, vous êtes resté certainement sur ce qui peut être plus physique. Vous estimez que c'est peut-être un problème d'éducation. Les parents peut-être, est-ce qu'ils ont démissionné de leur fonction? Parce qu'on a vu la maman de la fille, du garçon, qui se plaignait. Et alors, les deux, est-ce qu'ils vivent ensemble, et ainsi de suite? C'est des questions que nous nous posons. Alors, tout de suite et maintenant, monsieur Soudjem, vous êtes également un acteur de la société civile. Par ici, au Cameroun, ça commence à prendre de l'ampleur. Nous avons vécu encore tout récemment, cela fait le tour des réseaux sociaux, cette jeune dame du côté de Bafia, qui avait également mis fin, ôté la vie à son propre père. Ça devient récurrent et on commence à avoir peur. Oui, ça doit faire peur. Il faut dire que, n'est-ce pas, c'est nous-mêmes les parents qui devrons endosser n'est-ce pas, les responsabilités. Parce que l'enfant ne naît pas délinquant. Aucun enfant ne naît délinquant. L'enfant devient un délinquant suite au manquement des parents. Notamment le fait que notamment la démission des parents au niveau familial. Parce que la cause est d'abord familiale. Les parents qui ne prennent pas soin des enfants qu'ils ont eux-mêmes mis au monde. Vous voyez? Bon, ils peuvent, n'est-ce pas, justifier leur manquement par la pauvreté, par le chômage qui est ambiant au Cameroun. Mais on ne saurait, n'est-ce pas, tolérer cela. Même quand on est pauvre, on peut éduquer son enfant. On peut envoyer son enfant dans des écoles publiques où, n'est-ce pas, la pension n'est pas grand-chose. Il faut également indexer ici, n'est-ce pas, la société qui a, n'est-ce pas, privilégié, qui a fait, n'est-ce pas, qui a laissé place bien libre cours aux jeux de hasard. Vous savez que les jeux de hasard prospèrent là dehors. Chaque jour, il y a les créations, n'est-ce pas, des boîtes de nuit, des ventes emportées, des débits de boissons. Tout cela concourt, n'est-ce pas, à la dépravation des mœurs. Je vais également parler, n'est-ce pas, du fait que les parents tolèrent l'habillement, n'est-ce pas, extravagant. Des stars qu'on regarde à gauche à la télé, ainsi de suite. Et maintenant, également, je vais également continuer, n'est-ce pas, au niveau de l'État pour dire qu'il y a ce sempiternel problème, n'est-ce pas, de manque d'emploi. Le manque d'emploi. C'est pas moi qui ai dit que le travail est loin de nos trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Voilà, donc il y a, n'est-ce pas, ce manque d'emploi, ce chômage-là, qui contraint certains jeunes, n'est-ce pas, à des actes pareils de criminalité. Dernièrement, on parlait même du problème du microbe à Douala. C'est toujours la pauvreté, c'est les conséquences de la pauvreté. Je suis d'accord qu'il faut, n'est-ce pas, sévir. Il faut les arrêter et même les incarcérer. Mais la cause, l'une des causes fondamentales, c'est la pauvreté liée à la fermeture des entreprises qui existaient déjà. Vous avez dit l'une des causes. L'une des causes, peut-être cela. C'est ça. C'est ce que je vais embrasser. Il faudrait vraiment que, n'est-ce pas, aussi bien au niveau familial, au niveau de la société, et que l'État, n'est-ce pas, prenne, n'est-ce pas, ses missions régaliennes. Eric, vous êtes un homme politique. Ce sont des phénomènes qui arrivent. En tant qu'homme politique, on doit prendre quand même position ou alors on doit réagir. Mais déjà, je vous pose la question, comment est-ce qu'on en arrive là? Ben, écoutez, merci pour votre question. C'est une situation assez triste.
Quand on regarde un jeune qui enlève la vie à son père, c'est toujours dramatique, ça fait froid au dos. Mais quand je regarde ce reportage, tout ce qui se passe, il y a 3 questions qui me viennent à l'esprit. C'est la question du fonctionnement de nos institutions. Parce que quand on regarde le film, on voit qu'il y a 3 ministères directement impliqués. Là, j'ai vu qu'il y avait une séparation ou un divorce. Là, c'est le ministère de la Justice qui est impliqué. Comment le divorce est-il passé? Est-ce qu'il y a un suivi? Comment l'enfant a pu se retrouver chez son père qui ne voulait pas? Alors que lors d'un divorce, l'enfant peut être chez le père ou la maman. Donc, comment on en est arrivé là? Voilà un enfant qui est contraint, presque obligé de rester avec son père. Il faut également aller voir. Est-ce que c'était un divorce? Est-ce que c'était une séparation? Est-ce que c'était une relation amicale? Parce que quand on parle de divorce, c'est qu'il y a quand même eu d'abord mariage. Et Dieu seul sait. Oui, tout à fait. C'est qu'il faut pour mettre la voie du droit. Ok. Souhaitons que les choses se sont bien. L'homme du droit, il est là, il viendra également me dire. Et qu'il y a eu divorce, dans quelles conditions? Et comment les gens, s'il y avait un divorce, c'est fait dans quelles conditions? Y a-t-il eu un suivi? La deuxième chose qui interpelle, c'est la question qui remet en cause également le ministère de l'Éducation. Parce que je vois que l'enfant en 6e, ça fait le ministère de l'enseignement secondaire. J'imagine qu'il est passé par le primaire avant. Quelle éducation a-t-il eu? Comment ça se passe à l'école? Et comme un copanéliste l'a dit tout à l'heure, on devient délinquant. Et je pense que s'il en est arrivé là, ça veut dire qu'il est passé par d'autres étapes. Ensuite, il y a un 3e ministère qu'on peut s'interroger, c'est le ministère des Affaires sociales. Parce que là, on voit également un grand malaise en regardant l'enfant, socialement, dans la vie familiale, dans la vie scolaire, comment ça se passe, avec ses amis. Est-ce que l'enfant était-il épanoui? Est-ce que l'enfant, il va à l'école régulièrement? Est-il absent? Est-il suivi? Comment ça se passe? Est-ce qu'il reçoit bien les cours? Est-ce qu'il a des bonnes notes? Donc tout ça, ça interpelle. Et ensuite, on a le cadre familial, donc l'éducation également, parce que quand on parle d'éducation, il faut remarquer que il y a les parents qui font une partie de l'éducation à la maison, et il y a les enseignants qui font une partie de l'éducation à l'école. Et les deux doivent cohabiter. Tout à fait. Donc on peut se poser des questions. Si l'enfant en est arrivé là, est-ce qu'il y avait une collaboration saine, ou est-ce qu'elle était existante ou non, entre l'éducation parentale à la maison et l'éducation scolaire à l'école? Est-ce que cela s'est passé-t-il bien? C'est autant de questions qui remet en cause, in fine, nos institutions. Puisque l'État doit être protecteur à travers tous les mécanismes. Tous les ministères sont là pour protéger les citoyens. Donc on peut se poser la question sur l'État protecteur. Parce qu'on voit un enfant dont la vie est quasi gâchée, avec son père géniteur qui est décédé, qui est également un citoyen. Donc on se pose la question de l'État protecteur. Est-ce que l'État était à la hauteur de sa mission? Et ma réponse est bien évidemment non. Ok, merci à vous Oscar. Ici nous constatons quand même l'enfant est encore mineur. S'il avait un certain âge là, on pouvait peut-être comprendre que voilà les motivations qui l'amènent peut-être à ôter la vie à son papa. Le professeur parlait tout à l'heure des affaires d'héritage et autres, mais ici une grande question se pose. Lorsqu'on est mineur, qu'est-ce qui peut bien pousser cet enfant à ôter la vie à son propre papa? Et écouter l'enfant, bon, peut-être la question, c'est au professeur tout à l'heure, qui semble développer un autre angle un peu plus spirituel. Oui, Charles Apollinaire, moi, à la suite de ce que le professeur Messanga a dit tout à l'heure, je dis que nous avons une société qui vit une crise de civilisation, une crise civilisationnelle, une crise de valeur, qui entraîne une crise de valeur comme conséquence. Crise civilisationnelle, pourquoi? Nous avons une société qui épouse, ou alors qui cherche maintenant à épouser une civilisation qui n'est pas la nôtre. Nous adoptons des comportements qui ne sont pas les nôtres. Pour revenir justement au couple dont il est question, parce que c'est sur ça que moi je voudrais appuyer mon analyse. Quand je regarde le film qui nous a été présenté, on se rend compte, à contraire de ce que pense le président tout à l'heure, on n'a pas l'impression que c'est des gens qui ont vécu ensemble. C'est des gens qui ont connu, qui ont eu une histoire ensemble et puis ils ont fait un enfant. Et quand je regarde, certainement la maman est restée avec l'enfant pour dire c'est mon enfant, je garde mon enfant, j'assume son éducation.
jusqu'à un certain moment où elle se rend compte, elle a dit dans le film, elle s'est rendue, elle était dépassée par l'enfant. Alors elle a pris l'enfant quand l'enfant avait déjà 11 ans, et elle a amené chez son père pour dire, vraiment, voilà ton enfant, tu peux en faire, tu peux continuer son éducation et essayer de le régresser. Entre temps, il y a un proverbe chez nous qui dit qu'on ne regresse pas un baobab tordu. On ne regresse pas un baobab tordu. Quand je dis que nous vivons une crise de civilisation, un enfant, c'est 2 parents. Et dans notre société, on vit de plus en plus de situations où la jeune fille ou la jeune femme va se sentir, c'est pas une obligation, mais le devoir de retenir l'enfant, parfois même contre le gré du père. On essaie de garder l'enfant jusqu'au moment où justement on se rend compte que on n'a véritablement pas que c'est gâté, on n'a véritablement pas les moyens coercitifs pour contenir l'enfant. Le professeur a dit tout à l'heure que, et nous l'avons vécu, quand nous étions tout petits encore, quand le papa arrivait à la maison, c'est chacun qui cherchait sa place. C'est chacun qui cherchait à bien se ranger, à bien s'asseoir. S'il était en train de faire quelque chose qui semblait ne pas convenir au papa, alors il s'arrangeait. Ça veut dire que le papa était cette figure protectrice là, oui, mais cette figure là qui rassurait et qui ramenait tout le monde à l'ordre. Alors aujourd'hui, quand on a des jeunes femmes qui décider comme ça, dire bon c'est mon enfant parce que c'est moi qui l'ai poussé, ce qu'elle dit souvent, c'est moi qui l'ai poussé, alors je vais m'en occuper, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans cette situation. Il ne faut pas, et ça interpelle justement peut-être nos dirigeants, mais davantage les familles. Il nous faut retrouver notre civilisation d'antan. Je dis aussi, malheureusement, l'Église à la religion, autant pour moi, a contribué, certaines religions a contribué justement à perpétuer cette façon de faire. Parce que, comment ça? Si, je m'explique, si on permettait à l'Africain, par exemple, si les religions chrétiennes notamment permettaient aux Africains que nous sommes, Camerounais africains que nous sommes, de prendre 1, 2, 3 femmes, ça permettrait que certaines femmes ne se retrouvent pas seules avec des enfants. Mais il se trouve que, parce qu'on a décrié ce modèle civilisationnel qui consistait à ce qu'un homme puisse prendre plusieurs femmes et donc encadrer cette famille au bénéfice de quoi? De la monogamie qui propose plutôt que la famille soit un homme, une femme et ses enfants. On va se retrouver malheureusement dans des situations comme celle-ci parce que on aura abandonné notre civilisation pour adopter une civilisation qui n'était pas la nôtre. Et malheureusement, on n'a que nos yeux pour pleurer. Ok. Oui, très rapidement. J'ajoute que, n'est-ce pas, ce problème dont nous parlons, là, cet enfant de Bafoussam, un enfant de 6e, de 11 ans qui commet ce crime-là, je suis presque certain que n'est-ce pas, le pourrissement de cette situation est venu de la mésentente entre les 2 parents, entre le père et la mère. Je crois bien que la loi camerounaise dit que l'enfant, n'est-ce pas, qui a déjà dépassé 7 ans, va vivre avec son père si les 2 parents ne sont plus ensemble et que la maman garde l'enfant jusqu'à l'âge de 7 ans. Il paraît que, n'est-ce pas, cette condition n'a pas été respectée surtout par la mère. Oui, elle a gardé l'enfant, elle a voulu montrer qu'elle aussi est capable, elle a gardé l'enfant a grandi dans la négativité, et quand la situation pourrissait, c'est alors qu'elle est allée, n'est-ce pas, abandonner les restes au papa. Ce qui a produit la situation du crime que nous dénonçons aujourd'hui. Ok. Nous allons voir pour la suite, le juriste certainement va nous retrouver, mais avant cela, professeur, beaucoup ont développé quand même l'aspect plus physique, c'est-à-dire les conditions de vie, les mariages, les relations hommes-femmes. Monsieur Soudjem venait encore de faire état de ce que nous vivons au jour le jour, mais quand même à suivre même certains intervenants spécialistes là, Bingono, par exemple, qui parle, n'est-ce pas, d'un envoûtement, que cet enfant serait certainement possédé et que cela n'émane véritablement pas de lui. Disons que
j'ai du respect pour ce que fait le docteur Bingono, qui était mon camarade dans une partie de mon cheminement académique. Mais je crois que le problème, comme je l'ai dit, il faut le voir de manière générale. La culture, c'est un tout. Ce tout-là est cohérent. C'est-à-dire que dans la culture, nous avons les croyances, nous avons les coutumes, nous avons les lois, nous avons les techniques, nous avons tout ce que l'homme peut faire comme membre d'un groupe. Et la culture s'impose à nous tous. Bien, la culture n'est pas statique, elle est dynamique. J'ai dit l'ancienne Afrique lorsque j'ai pris la première, j'ai fait la première intervention. Et aujourd'hui, je vois, il y a une certaine dynamique. L'Afrique n'est plus restée la même. À partir du moment où elle a subi l'influence étrangère, des cultures étrangères. Ce qui évoque le droit, c'est de quel droit il s'agit? Ce n'est pas le droit d'essence africaine, ce n'est pas le droit qui relève de nos coutumes, parce que le droit devrait être l'émanation des us et des coutumes qui sont donc formalisés donc en termes de texte pour être appliqués de manière homogène, de manière générale. Bien, mais à partir du moment où on vous applique le droit fondé sur la coutume des autres, il y a tout un problème, il y a tout un bouleversement de cela. Et je dis, c'est l'ensemble qu'il faut voir. Il y a quand même ici l'enfant qui dit, il voulait aller voir son papa. Oui, mais il n'avait pas besoin. Il n'avait pas. Il voulait aller voir sa mère. Cet enfant n'est plus dans le cadre normal d'un individu serein. S'il avait besoin d'aller voir son père, sa mère, et que le père refusait, il avait la possibilité de fuir. Sans avoir besoin de tuer. Il n'a pas besoin de tuer le père pour aller voir la mère. Ça ne semble pas... alors, je crois avoir vu que d'autres éléments qui disent qu'il aurait même pris la bourse de son père, qui avait la recette de... Je ne sais pas. Vous savez, dans ce genre de situation, on dit beaucoup de choses. Mais ce cas nous sert simplement de prétexte pour parler d'un problème qui est plus général. Cet enfant n'est pas le premier à tuer son père. Il y a des histoires, ma mémoire peut peut-être flancher, mais j'ai encore des histoires dans la mémoire d'un fils de soldat qui tue son père avec son arme. On a même eu des cas pareils dans Britannicus de Jean Racine. Oui, ça c'est la lecture. Je vous dis des choses du Cameroun, un fils de soldat qui tue son père avec l'arme de son père. C'est connu. On connaît les cas des enfants qui à Ebolo Vassam avaient tué les parents pour aller vendre les os au Gabon. Vous entendez des choses de ce genre-là, elles se multiplient. Et j'ai dit, elles deviennent de plus en plus nombreuses, de plus en plus courantes dans la nouvelle Afrique aujourd'hui, qui est au carrefour des civilisations, qui cherche ces repères perdus, arrachés, enlevés, et qui voudraient maintenant essayer d'aller de l'avant. Et même dans cette culture enlevée. Moi, je me rappelle quand nous étions enfants, qu'est-ce que nous prenions comme distraction? C'était la lecture des bandes dessinées. Nous aimions lire Black le Rock, Mickey l'Oranger, Zembla. Et quand vous suivez, vous faites l'analyse du discours de ces bandes dessinées, c'est le courage, l'altruisme. Le héros de ces bandes dessinées puise l'énergie dans sa volonté de défendre une cause commune. Black le Rock, c'est quelqu'un qui faisait des coups, il prend beaucoup d'argent, mais qui n'utilisait pas, il n'était vêtu que de peau de bête, et n'était pas marié, et pour aller donner à la cause de l'indépendance des États-Unis. Donc, quelqu'un qui affronte des situations les plus périlleuses, qui risque sa vie à tous les coups, ne profite pas, ne cherche même pas à prendre un radis de ce qu'il a de son butin. Il le remet à Maître Kodoli, qui était le leader politique de la lutte contre l'indépendance. C'était ça le modèle, c'est ce qui lui guidait. Le Mickey l'Oranger, c'est la loi. Et faire appliquer la loi de manière stricte et sans chercher à prendre quelque chose en retour. Mais aujourd'hui, faites très attention. Qu'est-ce que les enfants regardent comme jeu? C'est des jeux qui expriment l'impuissance de l'enfant. Le héros dans ces jeux-là est puissant, il fait des prouesses, mais avec une énergie qui lui vient de l'extérieur, du ciel, du haut. Il tend les bras vers le haut, et puis l'énergie arrive dans ses bras, et puis il devient puissant. Très souvent, ils ont des postures assises pour recevoir cette énergie.
qui est une position de soumission, de subordination. Lorsque vous regardez ces modèles qui viennent de manière très très subtile, sans qu'on y prête attention, vous voyez qu'on prête le flanc à ces analyses de mystique et tout le reste qu'on évoque, c'est-à-dire qu'on prédispose les enfants aux sectes, aux ordres initiatiques qui viennent de tous les bords pour que l'enfant pense que la vie c'est seulement le mystique. Je crois donc que moi, à mon sens, je pense que nous avons un sérieux problème, peut-être dont nous n'avons pas encore mesuré la dimension. Parce que je dis, c'est un problème de la culture. Et la culture, c'est tous les aspects. Vous ne pouvez pas prendre un seul pour expliquer un phénomène comme celui-ci. L'éducation, le couple dont il est question, c'est avec votre permission. Allez-y. Parce que regardez, vous avez beaucoup d'hommes dit avant moi, l'enfant a vécu avec sa mère. Oui. L'enfant a vécu avec sa mère. Avant, l'enfant n'était pas le produit de deux individus, non, mais de deux communautés. Même quand l'enfant reste avec sa mère, il n'est pas l'enfant de sa mère exclusivement, il est l'enfant de la communauté de sa mère. Il est l'enfant du frère de la mère, de la sœur de la mère, des collatéraux. Il est l'enfant même de ses ascendants, c'est-à-dire que le père de la mère est le père de l'enfant. Donc, lorsque on était dans cet environnement-là, le contrôle des enfants était plus suivi, était plus rigoureux, parce qu'il y avait plusieurs acteurs qui regardaient un seul enfant. Mais aujourd'hui, l'enfant est devenu, grâce à la force de l'idéologie capitaliste, l'enfant du fils, du père et de la mère. Ce qui fait que la sœur de la mère n'a même pas le droit de redresser l'enfant de sa sœur. Et ainsi de suite. Et ça fait donc qu'un seul individu devient inopérant pour éduquer un enfant. Même si cet enfant avait été avec son père, il n'aurait pas été meilleur. Parce qu'il allait se retrouver avec la même situation, c'est-à-dire avec un seul parent qui ne pourrait pas le contrôler quand il n'est pas avec lui. Donc, c'est une perturbation, c'est une conséquence de notre déstructuration culturelle. Je reviens à vous tout à l'heure, certainement. Très rapidement, vous allez voir. Il va falloir que M. Paul Biya arrive à nous rejoindre sur ce plateau. Mais pour cela, il va falloir d'abord que notre ami Oscar nous dise, bon, maintenant, véritablement, est-ce que l'on peut éviter ce phénomène grandissant? Si oui, comment? Pour éviter, on a parlé de culture tout à l'heure, il faut construire la culture, il faut reconstruire ce que nous avons perdu. Et il n'y a que ceux qui nous dirigent aujourd'hui qui peuvent justement reconstruire cette culture-là. Ce n'est que par là qu'on peut avoir une société qui va retrouver justement ces valeurs qui pourra permettre avec le temps que nous ayons une société avec une nouvelle mentalité, avec une autre façon. De quelle société? Vous voulez parler de quoi? Les valeurs africaines? Les valeurs africaines, comme le disait le professeur. Le professeur dit tout à l'heure que la culture est évolutive, certes, mais il y a des valeurs qui sont véritablement ancrées dans la société, dans la civilisation, qui sont des socles. C'est-à-dire que même si on veut améliorer, même si on veut améliorer cette culture-là, on va se baser sur ce qui est considéré comme socle, qui est immuable et qui ne peut pas changer. Vous prenez la polygamie. Oui, moi je suis un défenseur de la polygamie. Je suis un défenseur de la polygamie. Aujourd'hui, dans nos séries télévisées, ou alors même dans la façon de vivre, on nous fait facilement accepter que la polygamie est une mauvaise chose pendant que l'homosexualité est une très bonne chose. Ça, c'est des choses. Vous voulez qu'on arrive là, mais je vous ai dit, malheureusement, votre lecture, c'est que vous prenez la polygamie. Non, je voulais pas faire une fixation. Les valeurs je voulais pas faire une fixation sur la polygamie, mais oui, moi, je suis un soutien de la polygamie. Moi, je suis un ardent défenseur de la civilisation africaine, comme on la pratiquait dans l'ancienne Afrique. Et à l'autre côté, le professeur le disait tout à l'heure, avant,
il n'y avait pas l'enfant de tel. Exactement. C'était l'enfant de tout le monde. La communauté. Je vais vous dire, à un certain âge, là, je suis à l'école primaire, je suis un peu têtu, je fais l'école buissonnière et puis on m'envoie au village. Et au village là-bas, on marchait, parcourait des kilomètres et des kilomètres. Et je vous dis, lorsque vous rentrez, vous amusez en route, peut-être au lieu d'aller à l'école, vous êtes en train de jouer tout simplement. La bastonnade que vous recevez là, c'est pas votre papa, c'est pas votre maman, c'est un oncle du village, lointain, qui vous a pêché, qui vous fouette correctement, et vous dit, je vais aller dire à ton papa que je t'ai fouetté. Donc pour te dire que comme tu veux même aller dire là, moi-même, je vais de ce pas. Et si vous commettiez l'erreur de venir dire qu'il y a tel qui m'a tapé, on vous tape encore. Voilà. Il vous a tapé parce que vous avez certainement fait une bêtise, et pour cette bêtise, on vous tape à nouveau. On remarque qu'aujourd'hui, non seulement on a retiré le fouet, la chicotte à l'école, celle qui nous a bien servi, mais alors, lorsque vous avez votre enfant à la maison, il suffit que le voisin lui fasse un reproche. Il dit, tu n'es pas mon père. Il vous dit déjà, vous n'êtes pas mon père, et puis quand le père même arrive, c'est le père qui prend la défense de son enfant pour dire, mais je ne tolère plus que tu parles à mon fils. Quel que soit ce qu'il ait fait, tu devrais t'agresser à moi, que de lui parler à lui directement. Merci, on vous retrouve tout à l'heure, cher ami. Le temps pour Monsieur Njok, quand même, nous projetons dans des solutions. Est-ce que l'on peut atténuer le phénomène? Si oui, comment est-ce que l'on peut peut-être revoir cette situation-là? Oui, disons que je ne sais pas si on peut atténuer le phénomène. J'ai dit atténuer. Oui, c'est ce que je dis. Je ne sais pas si on peut atténuer. Parce qu'en fait, plus les jours passent, plus nous avons donc exactement. Je peux vous dire ce phénomène-là qui devient grandissant. Exactement. Si je vous prends le cas du Cameroun, par exemple. Parce qu'il arrive au quartier, permettez, vous suivez le fils du voisin qui menace son papa, sa maman, que c'est la fin du mois, vous avez pris l'argent peut-être des locataires ou de ma part, et puis vous menace, n'est-ce pas, son papa de mort. On peut se dire que c'est de la blague, mais également, ça part de là. Exactement. C'est pour ça que c'est difficile même pour atténuer. Parce que si je prends le cas du Cameroun, pour cette année seulement, ça fait 3 déjà, parce que il y a eu d'abord ici même à Yaoundé, où un jeune étudiant, je crois, de 23 ans avait tué sa maman. Et ensuite, ça s'est fait également du côté je crois, du côté du nord. Et avec ce qui s'est passé aussi du côté de l'ouest, je crois que cette semaine. Donc, je crois que ça va être, parce que là, nous sommes au niveau de la hantise du monde civilisé. Nous sommes là au niveau de la hantise du monde civilisé, ce qu'ils appellent le monde civilisé. Parce que le monde civilisé, c'est dans ce monde-là où on est prêt à tout. L'enfant peut parler n'importe comment à son père et de lui flanquer la porte au nez. Le monde civilisé, c'est celui-là où l'enfant peut dire ce qu'il veut à sa maman au nom de sa puberté. Donc, c'est dans ça que nous sommes. On a dit, le prof disait tout à l'heure que nous sommes au carrefour. Oui, nous sommes au carrefour. Sauf que si nous sommes au carrefour, nous devons être le carrefour du donner et du recevoir. Non, nous sommes seulement en train de recevoir. Nous donnons quoi dans ce carrefour? Nous sommes là. Nous donnons quoi? Plutôt, quelqu'un disait tout à l'heure que nous sommes là pour prendre les cultures d'emprunt. C'est ce qu'on est en train de subir simplement. Donc ça va être compliqué. Et maintenant, il y a un autre phénomène, peut-être que je crois que ce qu'on a peut-être oublié, je me dis que si l'enfant peut-être a agi de cette façon, nous sommes dans les conjectures, je me dis que peut-être qu'il y a eu, ou bien le père était un peu sévère, est beaucoup plus sévère, parce que la sévérité n'est pas toujours faite pour développer de bons sentiments. Vous savez, je vous donne un exemple. Si vous êtes sur un chemin qui a une grosse pierre, tous les voyageurs évitent la pierre. Mais il y a un jour où ils vont se rendre compte que si on enlève cette pierre-ci, le chemin sera beaucoup plus raccourci. Et là, en ce moment, ils vont venir en surnombre et ils vont déplacer la pierre. Et quand ils déplacent
la pierre maintenant, il peut facilement... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand vous êtes sévère, vous devenez absolument un adversaire à abattre. Quand vous êtes trop sévère, c'est ce que je veux dire. Vous devenez un adversaire à battre. Donc, c'est pour ça que je parlais de tous les voyageurs qui vont venir maintenant pour déplacer, parce qu'ils savent que quand ils vont déplacer la pierre, le chemin va être raccourci. Donc, je crois qu'il y avait aussi beaucoup de sévérité, parce que l'enfant pouvait aller chez sa maman. C'est le prof qui a posé la question, que l'enfant pouvait aller chez sa maman, pouvait fuir. Mais l'enfant sait peut-être que si je fuis, mon père, s'il est encore apte, il viendra encore me récupérer. Donc, mieux que je fasse... Et là, il a fui, et là, il est allé chez sa mère maintenant. Vous avez bien fait que cet enfant a été filmé là, on a vu. Déjà même, il n'est pas... Lorsqu'on regarde une personne, même un adulte, déjà, un adulte bien portant se voit même physiquement. Lorsqu'on a vu cet enfant, n'est-ce pas, sur les images là, physiquement, vous sentez que c'est un enfant qui n'est pas bien encadré. Déjà son aspect tel qu'il est, vu n'est-ce pas sa formation, le vêtement qu'il a sur lui, même sa façon de s'exprimer, on sent que l'enfant n'a pas l'encadrement qu'il faut, venant de son père et de sa mère. Ok, je ne sais pas si on voudrait justifier, mais qu'est-ce que je vais pas la dire? C'est pas toujours les enfants mal encadrés. Qu'est-ce que je vais pas la dire? Qui sont susceptibles de tuer les parents. Je vais pas la dire. Je vais donc dire que nous avons des enfants, comme dit le prof tout à l'heure, ne sont pas toujours les enfants mal encadrés. Je vais dire que tu permettais, il y a quand même... Quelqu'un a donné un exemple ici à Yaoundé, un jeune homme qui était le fils chéri, n'est-ce pas, de sa maman, et qui avait tout. Je crois qu'il était à l'ENAM même. Là. Exact. On a tout fait pour l'envoyer là-bas, mais il a réussi à tuer sa propre maman. Mais attention, attention, je reviens à vous allez voir. Il vaut mieux toujours, n'est-ce pas, bien encadrer l'enfant. Soit même déjà bien encadré pour encadrer l'enfant. Voilà. Il faudrait que l'on soit d'abord bien encadré. Merci à vous. Je viens à vous tout à l'heure. Le temps pour nous, quand même, Paul Biya ne sait pas, les téléspectateurs, oui, c'est Paul Biya. Bienvenue, docteur. Merci Charles, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous vos téléspectateurs qui nous suivent et un bonsoir particulier à toute la communauté universitaire, des 10 universités, même des IPES qui nous suivent un peu partout sur le triangle national de la République. C'est écrit la Paul Biya. Oui, c'est ça. Effectivement, je suis un homonyme, peut-être que je voudrais rectifier quelque chose. Certes, j'ai fait une thèse sur la question du juridisme chez Montesquieu, mais dans ma formation ou dans ma spécialité initiale, je suis philosophe politiste, mais spécialiste des questions juridiques. Okay. Donc, je ne suis pas le juriste de formation au sens des juristes ou ceux des amis et des collègues de soi. C'est très important. Mais des questions juridiques, nous y sommes et c'est le quotidien. Merci. Alors, vous nous avez suivis depuis là. Oui, Charles. Votre commentaire sur ce sujet, par ici de comprendre la montée du phénomène, nous avons pris pour prétexte ce jeune garçon qui a ôté la vie à son propre papa. Alors, d'entrée du jeu, je voudrais d'abord présenter toutes mes condoléances à la famille durement éprouvée, à la communauté de l'Ouest du pays qui subit ce drame en ce moment. Je voudrais d'abord, de prime abord, présenter mes condoléances à la famille. Alors, comment comprendre ce phénomène? Je voudrais partir de deux analyses ou de deux interprétations. La première, c'est celle de Freud, c'est-à-dire partant des travaux de Freud sur la psychanalyse pour comprendre l'état psychologique ou l'anatomie ou le biologique sur la question. Alors, avec les travaux de Freud, il nous renseigne qu'il y a ce qu'il appelle le complexe. Et qui, chez le jeune garçon, on parlera du complexe d'Édipe, et chez la jeune fille de Diane, ce complexe qui généralement pousse l'enfant de sexe à aimer le parent du sexe opposé et à vouloir la mort du parent de même sexe. C'est-à-dire Édipe qui va tuer son père pour rester avec la mère, Diane qui va tuer sa mère pour rester avec son père.
ce complexe donc, est naturel en tout être humain. Ça rentre dans l'ordre de l'essence même, dans l'ontologie de tout être. À savoir, même si on peut avoir quelques exceptions, chaque enfant a un amour exagéré du parent, soit de la mère pour le jeune garçon, soit de la fille pour le père, ce qui peut donc déjà, de prime abord, pousser ces derniers à vouloir donc la mort du père, du parent du sexe du même sexe, pour rester avec le parent du sexe opposé. Une fois qu'on a dit cela, il faut sortir donc de ces considérations psychanalytiques pour revenir sur des réalités, je voudrais dire ici socio-anthropologiques et même politiques. Alors, dans ce sens, il faut comprendre ici que comment comprendre ce parricide? Il y a la question de l'éducation qui est au centre de tout. Elle est primordiale. Alors, l'éducation, pourquoi l'éducation? C'est pour voir ici, la socialisation permet donc ici d'atténuer ou de réguler cette question d'ordre naturel de la question du complexe. C'est la socialisation qui permet donc la régularisation de ce complexe. Alors, comment comprendre ici? Il faut donc questionner la qualité de l'éducation de l'enfant. Comment l'enfant grandit dans quel milieu? Qu'est-ce qu'il a reçu comme éducation? Qu'est-ce que l'enfant a comme référentiel? Et je voudrais m'attarder ici sur le référentiel. De plus en plus aujourd'hui, nos enfants sont éduqués ou ont d'autres référentiels au niveau de l'éducation autres que les parents. Quels sont les modèles? Les modèles sont les amis de la rue. Les modèles sont les non-modèles de la société. C'est-à-dire, le parent n'est plus le référentiel aujourd'hui. Il a démissionné. Il a démissionné, pas le parent. Je dis l'enfant lui-même. Parce qu'il y a aussi la responsabilité de l'enfant dans le choix du référentiel. Chaque parent s'attelle à donner le meilleur qu'il a en termes éducatifs à son enfant. Mais nos enfants de plus en plus aujourd'hui choisissent d'autres modèles, d'autres référentiels que le référentiel familial, le référentiel, je vais dire, de l'école. Et bien donc, ils choisissent donc maintenant comme référentiel le référentiel de la rue, c'est-à-dire les amis, les compagnies et autres. Et dans ce cas donc, vous allez voir que ces référentiels a pour conséquence la consommation des stupéfiants. Et d'autres référentiels qu'imposent ce autre modèle éducatif. Conséquence donc, on arrive au parricide. Pour parler du cas que nous venons de subir à l'ouest du pays, le problème pas, l'enfant a besoin du vélo. Moi j'ai suivi d'autres reporters sur la question. Le problème fondamental, l'enfant a besoin du vélo. Le papa est motomane, et lorsqu'on dit taximan ou motomane, on connaît le niveau des revenus. Alors, c'est vrai que moi j'ai eu des problèmes avec ce qui a été monté comme vidéo. On ne sait pas si l'enquêteur voulait dédouaner l'enfant et autres, mais il y a quand même un niveau de responsabilité. Lorsqu'on voit, moi je vois ici un acte prémédité. Il est pleinement prémédité. Prémédité. Et alors, qu'est-ce qui motive l'enfant? Est-ce pas la consommation de stupéfiants? Est-ce pas la pression du deuxième référentiel que j'appelle ici le référentiel de la rue, à savoir la compagnie qui pousse l'enfant à dire, dans notre cadre, nous avons tous des vélos. Si tu n'as pas de vélo, tu ne peux pas être avec nous. Par conséquent, il faut mettre donc la pression sur le parent. Alors, ceci nous amène donc à questionner non seulement la qualité de l'éducation, mais aussi le référentiel éducatif. Qu'est-ce qui est modèle aujourd'hui, Charles? Souvenez-vous, les années 80 ou 90, nous savions dans ce pays que s'il y avait un référentiel, nous avons l'enseignant. Je parle sous le contrôle du professeur qui est là. Nous avons des modèles. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voulais être demain? Je me souviens de ces textes, soit qu'on et autres. Que feras-tu? Ou bien qu'est-ce que la question des métiers? Lorsqu'on vous interrogeait, le premier référentiel était « je veux être enseignant ».
Je vais être sur mon menuisier comme mon oncle Nestor. C'est-à-dire l'oncle était un référentiel par rapport à ce qu'il est et ce qu'il est devenu. Il y avait des corps de métier qui étaient des référentiels. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme référentiel? C'est le frère qui vient de gagner au PMUC, qui vient de gagner au Paris Foot. C'est le joueur de football. Je n'ai rien contre les footballeurs, mais voilà les modèles. Ce qu'on pourrait appeler peut-être, excusez-moi, je pourrais être dur d'appeler des chauves, pas de chauves, mais je voudrais dire, ces non-modèles sont devenus des modèles aujourd'hui au nom de l'argent. Il manque aujourd'hui une valeur éthique. Il faut donc ramener la société et le monde sur des valeurs éthiques. Vous allez voir, tout à l'heure, vous allez donc nous dire comment est-ce que l'on peut ramener cela à ce niveau. Président, je ne vous ai pas oublié. Il fallait quand même accueillir également le docteur sur ce plateau. Nous nous interrogeons comment faire pour éviter le pire. Vous êtes certainement un homme politique, certainement l'analyse ira également dans ce sens-là. Tout à fait. Donc, face à ça, nous, au Parti écologique, on a tout un chapitre sur la réforme de l'éducation. Parce qu'il est clair aujourd'hui au Cameroun qu'en termes d'éducation, l'école d'aujourd'hui n'est plus adaptée aux emplois d'hier. De deux, en matière d'éducation, il ne faut pas seulement regarder l'enseignant. On avait des conseillers d'orientation qui disparaissent de plus en plus. On a des infirmières qu'on ne voit plus à l'école. On a des psychologues qui n'existent pas. Les psychologues auront pu faire un travail sur cet enfant, qu'à mon avis, comme sa maman l'a dit dans le reportage, sa délinquance a été chronologique. Si on avait eu des psychologues à l'école, s'il avait eu d'autres encadreurs, on aurait pu éviter cela. On allait détecter cela, le mal le plus tôt, très tôt. Parce que, admettons qu'au niveau familial, ça ne va pas, mais l'école de la République est faite pour protéger. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. L'école publique est là pour protéger. Jadis, on voyait des enfants délinquants parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Mais aujourd'hui, c'est des enfants qui vont à l'école, qui font des crimes. Alors, il y a une question qui se pose. À quoi sert l'école de la République? On voit qu'il y a un réel problème. Il y a un réel paradoxe. Avant, c'est les enfants qui restaient au quartier, qui faisaient des crimes, qui volaient dans les maisons, mais ceux qui allaient à l'école n'avaient pas de problème. Aujourd'hui, c'est ceux qui vont à l'école qui commettent des actes les plus affreux dans les familles, dans les maisons, tapent sur leurs parents. Alors on se demande à quoi sert l'école. La deuxième chose aussi qu'il faut remettre en cause, ce sont nos enseignants qui sont mal payés et dont on voit les conséquences directement sur nos enfants. Parce qu'il faut regarder, les grossesses aujourd'hui qu'on a à l'école, beaucoup d'auteurs sont des enseignants. Vous voyez des jeunes filles de 15 ans, 16 ans, premières enceintes. Mais quand vous regardez bien, sur 10 cas, il y a le professeur, il est parmi, il y en a toujours. Est-ce que c'est normal? On n'avait pas tout ça. Ça montre un malaise profond et une rupture de confiance entre l'enseignant, qui est censé être un modèle, un référentiel pour l'enfant, mais qui est plutôt devenu un bourreau. Alors, quand vous voyez que ça ne va pas au niveau de l'école, parce que l'enfant n'a plus confiance à l'enseignant, à l'adulte, au niveau de la maison, ça ne va pas, parce que les parents, ça ne va pas et qu'il n'y a pas de structure de l'État qui encadre. Parce que dites-vous, le ministère des Affaires sociales, son rôle c'est quoi? C'est de faire de la médiation au niveau des familles lorsque ça ne va pas, de prévenir que ce genre de drame arrive, d'avoir un coup de séparer, qu'est-ce que sais-je, mais les enfants doivent être sous la protection du ministère. Même lorsqu'on va devant un tribunal, comme partie civile, on a souvent le ministère des Affaires sociales, mais qui est plutôt là pour défendre les intérêts de l'enfant. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je pense que dans ce genre de modèle, il y a des réformes à apporter. Au début de cette émission, j'ai cité 3 ministères impliqués. Et dans tous ces ministères, nous, au Parti écologique, nous proposons des réformes. Parce qu'il y a le ministère de la Justice, qui est directement concerné. Parce qu'on a parlé de cas de séparation, dans quelles conditions ça a été fait. Est-ce qu'ils étaient mariés ou pas? Ça, on ne sait pas. Imaginons comment ça s'est fait. Est-ce que les droits de l'enfant ont été protégés? Ça, on ne sait pas. On va au ministère, au niveau de la famille. Tout le monde voit bien que c'était une famille séparée. Est-ce que l'enfant avait un suivi? Est-ce qu'il avait un encadrement? Ça, on ne sait pas. Je pense bien que non. On va au niveau, il faisait la classe de 6e au ministère des enseignements secondaires. Est-ce qu'au niveau de son éducation à l'école, est-ce que c'était un enfant assidu?
Est-ce qu'il venait à l'école tous les jours? Est-ce qu'il n'y avait pas d'absentéisme? Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose et que finalement, on se rend compte que l'État a une grande responsabilité à travers tous les ministères que je viens de signer sur ce drame qui vient d'arriver et qu'il faut bien des réformes politiques d'abord pour pouvoir pallier à ce genre d'incident et pour pouvoir résoudre de manière définitive ce style de problème. Parce que Charles, permettez-moi de réagir si vous le permettez. Ce sera 30 secondes parce que votre dernier tour de parole c'est tout à l'heure. Oui. Je vais prendre le professeur et puis je vais revenir vers vous. Charles, il faut comprendre ici l'homme politique. Il est dans la défense de son élément. La responsabilité ne peut pas être exclusive. Il y a une question de responsabilité collective. On ne va pas dédouaner l'État parce que c'est l'opposant ou bien le futur candidat, pour ne même pas dire le futur président du Cameroun, rien n'exclut, parce que jusqu'ici, 2025, c'est encore autre chose. Mais il ne faut pas imputer à l'État cette responsabilité. Elle est collective. L'État n'a pas de responsabilité. Mais les premiers acteurs, ça existe oui ou non? Permettez, je dis ici, les premiers acteurs et les premiers responsables sont la famille nucléaire. Le père et la mère, et nous ne sommes pas ici dans une union. Nous sommes déjà dans un cadre. L'union n'est pas légale, c'est le vieux reste, comme on dit au quartier. Vous n'en savez rien. Non, il n'y a pas d'acte de mariage. On en a alors, c'est quoi donc imputer? Non, je ne sais pas. Vu que tous à la fois. L'État protecteur, il est là pour protéger. Et il protège à travers ses institutions. Exact. Mais il faut aussi rester dans la légalité. Est-ce qu'ils sont dans la légalité? Dans un crime qui est comme odieux, comme ce que nous voyons, et qui a été chronologique, il faut se poser la question. À quel moment cet enfant a été interpellé? Y a-t-il eu, on l'a amené un jour à la brigade, dans un commissariat, convoquer ses parents à l'école? Il a fait l'école maternelle, c'est la responsabilité de l'école. Merci à vous. Il y a des gens qui sont incarcérés. Il a suivi un primaire où il a reçu une éducation. Merci. Non, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Eric, Paul Dia, merci. Je crois que chacun est dans son rôle. Ici, chacun est dans son rôle. Le politique vous dit, voilà la situation. Et quand même à vous, Paul Biya, je veux dire, c'est pas parce que l'enfant, le couple n'est pas légalement marié que cet enfant ne doit pas bénéficier d'un certain suivi. Je parle d'une responsabilité collective. Merci à les citoyens. Merci. C'est le rôle. Merci à nous. Nous allons passer la parole au professeur. Ici donc, nous allons jeter un regard sur des solutions. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que la situation semble très grave. Le phénomène des microbes, c'est là dehors. La drogue et autres, c'est là dehors. Parce que hier, nous parlons encore des vidéos caméra ou vigilance, là, ainsi de suite. Mais est-ce que on va, pour surveiller les gens dans la ville, il va d'abord falloir que ces gens au quartier soient bien élevés, civilisés et autres. Aujourd'hui, les enfants qui ôtent la vie à leurs parents, vous-même vous l'avez dit dès le départ, au début de l'émission, politiquement ça se justifie. C'est-à-dire, puisque vous voulez le pouvoir, très facilement, vous allez ôter la vie à votre papa, mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus au niveau du pouvoir, c'est au niveau peut-être de la famille. Parce que tel mange seul ou le papa ne veut pas subvenir aux besoins des enfants. Est-ce que ce papa-là a les moyens? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire véritablement? Peut-on mettre fin ou alors atténuer la situation? Si oui, comment? On ne peut pas mettre fin. Parce que chaque société, chaque époque a ses délinquants. Il n'y a pas de société sans délinquants. Ça n'existe pas. Bien, mais maintenant, comment on peut gérer la délinquance? Je crois que ça peut être ça la question. Alors, je reviens à ce que Dr Biya disait. Il a trouvé une expression que j'achète, c'est-à-dire la responsabilité collective. Mais cette responsabilité collective est assumée par l'État.
malheureusement. C'est l'État qui assume la responsabilité collective. C'est l'État qui a les leviers qui permettent au collectif de fonctionner. Aucune société dans le monde n'a fonctionné sur la bonne volonté des individus. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu où des gens se disent soyons sérieux, devenons responsables, devenons en eux-mêmes. Ça n'existe nulle part. C'est l'État qui donne toujours le top. Je vais prendre un cas très rapide et très simple. Au Rwanda, les gens se sont taillés à la hache, même dans les chapelles. Ils se sont poursuivis dans les chapelles, ils ont coupé les têtes et tout le reste là. Et il est arrivé aujourd'hui un homme que les gens peuvent vous qualifier comme ils veulent, partout où ils sont, mais qui a a regardé le problème. En fait, moi, quand je dis il, en fait, il a mené ses citoyens à voir le problème tel qu'il se posait. Qu'est-ce qui a amené les uns et les autres à se couper à la machette, à la hache, et ainsi de suite? C'est parce que les uns s'appellent Hutu et les autres s'appellent Tutsi. Et tant qu'il y aura dans cette opposition entre Hutu et Tutsi, on reviendra. Alors, ils ont décidé au Rwanda qu'il n'y a plus de tout, il n'y a plus de tout, il n'y a que des Rwandais. Je prends là un cas d'une solution. Et ce n'est pas les citoyens qui pouvaient prendre cette décision. C'est l'État qui a pris. Au niveau de l'identité rwandaise aujourd'hui, c'est Rwandais, point. Il n'y a plus de Tutsi, il n'y a plus de Hutu. La génération actuelle a encore une conscience vive de ce qui s'est passé et même de l'existence de ces deux. Mais 3 générations après, on va oublier cette affaire de Tutsi au Rwanda. Et les gens auront d'autres types de problèmes, mais pas ce problème-là. Si le pouvoir maintient cette logique. Donc, c'est à nous. Le droit qui régule la vie sociale, il vient d'où? Nous avons environ, dit-on, environ 200 ethnies, machin, mais est-ce qu'on ne peut pas puiser là les éléments positifs d'un groupe à un autre pour constituer notre droit? Et ça, c'est les questions que nous... D'ailleurs, quand on parle de mariage, parce que cette affaire, elle est analysée sur la base de ce que nous appelons mariage. Mais c'est quoi le mariage? Si nous voulons le définir selon le droit d'essence napoléonien que nous avons là, c'est l'union entre un homme et une femme. L'union légale. Union légale entre un homme et une femme, n'est-ce pas, qui... le mariage n'a jamais été comme ça en Afrique. Il y a un acte devant. Et vous voyez que pour marier 2 individus aujourd'hui, en réalité, on les marie 3 fois. On le marie 3 fois. Vous allez d'abord dans la famille, le père, enfin, la communauté du père vous donne la fille et vous dit, voici ma fille que je vous donne en mariage. Et au niveau de cette communauté-là, vous êtes déjà marié. Le jeune homme qui est venu demander la main et la fille qu'on vous a donnée sont déjà mariés. On vous renvoie mariés. Et puis vous allez encore devant l'officier d'état civil. L'officier d'état civil dit, je vous déclare mari et femme. Deuxième mariage. Les mêmes individus, vous signez un papier qui n'est pas collé à vous. Bien, vous prenez ce papier, vous allez encore à l'église. Le pasteur ou le prêtre vous dit encore, je vous déclare mari et femme, ce que l'officier d'état civil avait déjà dit hier. Bon, pour que vous soyez marié au Cameroun, il faut qu'on vous marie au moins 3 fois. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si nous voulons copier les autres, faisons comme eux, oublions ce qu'on faisait avant. Si on veut faire comme nous, on peut accepter que le mariage, dès qu'une famille a donné une fille à un autre, nous, rien ne nous empêche de considérer que c'est ça le mariage. Mais pourquoi est-ce que je prends cet exemple sur le mariage, on peut l'étendre à bien d'autres éléments de la vie. Si nous fondons notre droit sur nos coutumes, nous aurons la meilleure possibilité de le comprendre d'abord ce droit-là et de l'appliquer. Deuxièmement, lorsqu'on parle de l'éducation, c'est la même chose. Lorsqu'on parle de l'éducation aujourd'hui, on ramène l'éducation à l'enseignant et aux parents biologiques. En fait, même jusqu'à on n'est pas encore allé très loin. C'est-à-dire le parent le géniteur. Le géniteur, même l'expression géniteur aussi. Enfin, celui qui officie, n'est-ce pas, comme parent aujourd'hui. Non, mais c'est toujours les individus. Mais le problème ne saurait se tenir au niveau de ces 2 types d'individus. Non. Nous avons dit avant là que
là où l'enfant vit, le quartier dans lequel l'enfant vit, il en fait partie. Exact. C'est un membre de cette communauté-là. Et cette communauté a le droit d'avoir un regard sur l'enfant. Tout à fait. C'est la même chose qu'une fois qu'il devient adulte, il devient un acteur de ce quartier, il fait des choses qui bénéficient, qui profitent à ce quartier. Donc le quartier aussi doit regarder cela. Mais si nous fondons notre droit, si nous fondons notre vie communautaire sur ces bases-là, on améliorerait la situation de la délinquance, on gérerait encore mieux la délinquance. Lorsque vous voyez un enfant grimper sur le mur du voisin, vous dites c'est l'affaire du voisin, c'est pas mon affaire, vous le laissez. Mais c'est la délinquance qui se cultive. Mais si c'était comme dans l'Afrique traditionnelle, on ne voit pas ce genre d'acte, on laisse. On s'arroge le droit de corriger. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de corriger. Merci. Merci à vous très rapidement. Je sais que vous voulez encore prendre la parole, mais je vais faire un peu l'économie, même en ce qui concerne même ces messages. Bonsoir. Ce n'est pas la foi qui divise, mais plutôt les hommes. L'Église est devenue aujourd'hui le champ d'expérimentation. Je crois que la personne voudrait plutôt nous parler d'autre chose, autre réaction reçue. Bonsoir à vous sur le plateau. Cet enfant a été possédé. Le tort revient à sa maman. C'est Junior depuis Douala. Autre réaction reçue. Bonsoir. Prince et belle émission à vous. Signez vos messages. Nous allons prendre cette autre réaction. Ouh là là, c'est assez long là, mais je vais essayer. Bonsoir. Le parricide est souvent causé par une combinaison de facteurs, notamment des problèmes familiaux tels que la défaillance de la fonction parentale ou le manque de communication, des problèmes de santé mentale non traités tels que la dépression ou les troubles de la personnalité, des traumatismes ou des abus tels que les abus physiques ou émotionnels, un environnement social et culturel qui valorise la violence et la domination. Ces facteurs peuvent contribuer à créer un environnement propice au parricide, mais chaque cas est unique et peut impliquer une combinaison de facteurs. Manvo et Fa, de quoi Maria, le seul village qui a un nom et un prénom. Merci et bien des choses à vous. Autre réaction reçue. Bonsoir à votre panel. Je me nomme Xavier. Vraiment, le vrai papa de cet enfant est encore vivant. On ne joue pas avec le sang. Que la mère de cet enfant montre son vrai père. Ça, ok. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour la situation de fait mouche, la responsabilité incombe au pouvoir public qui nous impose des cultures occidentales. Les chaînes de télévision qui ne sont pas contrôlées, tout est diffusé n'importe comment. L'État a le droit de choisir les chaînes de télévision. Je prends le cas en Russie, il n'y a pas Facebook. L'État sélectionne ce qui doit être diffusé. La suppression du châtiment en est une autre conséquence. Le droit occidental appliqué dans les tribunaux sont des déphasages de notre culture. L'enfant africain appartenait à la communauté. Georges de Grâce depuis Yaoundé. Autre réaction reçue. Cyril depuis Yaoundé qui nous écrit: bonsoir Prince et à ton riche panel. Le phénomène de parricide est un fléau qui mine gravement notre société. Rien ne justifie qu'un enfant ôte la vie à son parent. Le garçon de 11 ans qui a ôté la vie à son père doit être puni sévèrement, d'où lui vient même l'idée de prendre le couteau contre son père. Mais c'est très grave. Cet enfant est un danger pour la République. Qu'est-ce qui nous dit que
demain, il ne fera pas la même chose à sa mère. Cyril, depuis Yaoundé, je vois certains panélistes sur le plateau chercher des circonstances atténuantes à cet enfant pour justifier son crime. Mais c'est grave. Je vous dis encore, rien ne justifie qu'un enfant ôte la vie à son parent. Tous ceux qui s'aventurent sur ce chemin doivent être punis sans aucun regret. Jean-Bruno Afané nous écrit également, il dit donc bonsoir Charles et à tout le panel, en particulier à mon frère Paul Biya au sujet du parricide en ce jour. Je pense que pour ceux qui croient en Dieu et à la fin des temps, c'est vers là qu'on s'oriente. Mais pour être plus sérieux, je pense que le problème est au niveau de l'éducation et la pauvreté. Le gouvernement du Cameroun a abandonné l'éducation à la rue, a rendu les parents de plus en plus pauvres à travers la vie chère. Les parents aujourd'hui ne peuvent plus subvenir aux besoins élémentaires de leurs enfants et les conséquences sont claires. C'est du parricide en parricide. Jean-Bruno Afané depuis Nitikou. Bon, il y en a beaucoup. La réalisation me dit nous sommes obligés de passer au deuxième sujet. Mais très rapidement, que peut-on faire à cet enfant, monsieur docteur? Je rappelle qu'il a 9 ans. 11 ans. Il a 11 ans. Et en Acadis 12. Bon. Ok. 12 ans. Disons même 12 ans. Oui. Il nous serait difficile de prononcer la sentence. Première des choses, il est mineur. Il est mineur. Et au plan juridique, c'est difficile, sa condamnation. Deuxième des choses, il faudrait quand même aussi que les uns des autres puissent répondre de leurs actes. Ça suppose quoi? Si nous venons à une condamnation, mais que cette condamnation soit encadrée pour sa rééducation et sa réadaptation ou l'insertion sociale. Alors, je pense que pour ne pas permettre que cela soit l'apanage de tous les enfants qui pourront tuer leurs parents sous le ridicule prétexte qu'ils sont mineurs, ils méritent quand même une sanction. Exact. Et en prison, qu'on s'occupe, l'affaire au ministère des Affaires sociales puisse prendre en charge sa rééducation et son insertion sociale. Il y a des mineurs en prison. Moi, je pense que dans ce type de cas, la prison ne serait pas adaptée. Justement, nous avons ce problème ici parce que pour des enfants mineurs, il faut des centres de redressement. C'est-à-dire là où il est comme une sorte de prison. Il y en avait avant, il y en a plus, et c'est l'une des choses qu'il faudrait qu'on ramène, et c'est ce que nous souhaitons faire, parce qu'un enfant comme ça mérite d'être dans un centre de redressement où il pourra vraiment avoir des psychologues, on lui parle de ce qu'il a fait, parce que c'est plus un problème psychologique qu'il a, cet enfant, et on devrait plutôt faire ça que de l'envoyer en prison. Merci. Plutôt dramatique. Merci. Paul Biya, très rapidement, avec le concours de la régie, on va passer à l'autre sujet. Séquestration des patients dans les hôpitaux. Ça devient aussi récurrent. Hein? Comment comprendre cela? Un patient vient, il donne le peu d'argent, mais après on le garde à l'hôpital. Serge, ce sujet nous semble un peu embarrassant. Alors, nous voudrions faire une analyse. Il y a les panélistes qui m'ont d'abord dit et après m'ont dit oui, moi je ne peux pas venir. Je voudrais faire une analyse purement objective. C'est en 1 minute. Alors, en 1 minute, il y a d'abord la volonté du patient à payer. De l'autre côté, il y a l'obligation professionnelle des administrateurs ou les directeurs des hôpitaux à rendre compte. Alors, comment manager donc la question sociale avec la responsabilité administrative? Ce qui revient donc une fois de plus à interroger la responsabilité du ministère des Affaires sociales. Parce que lorsqu'un patient, dans chaque hôpital, ou du moins des grands hôpitaux, il y a un service
des affaires sociales. Lorsqu'on établit votre incapacité à pouvoir solder votre facture, il revient de la responsabilité du ministère des Affaires sociales et même vous allez trouver aussi d'autres ONG ou bien d'autres parents au niveau des structures de l'église et autres qui sont installés dans des hôpitaux pour accompagner des familles pauvres. Paul Biya, je vous ajoute 30 secondes. Vraiment, est-ce que le Camerounais qui est malade, qui se bat là, lorsqu'il tombe malade, il doit aller en disant mon pasteur est là, mon prêtre est là, il y a les ONG, il y a le ministère des Affaires sociales qui peuvent m'aider à me soigner, à payer, n'est-ce pas, mais la facture. Vous posez là, Charles, un problème de la couverture, on appelait ça santé universelle. Vous posez un problème qui est réel. Mais première analyse, qu'est-ce que moi, en tant que Paul Biya, ou en tant que citoyen lambda, Charles Omba, Apollinaire, qu'est-ce que je prends comme responsabilité pour ma santé? Premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce que l'État camerounais fait pour m'accompagner à recouvrer... À qui la faute ici? La première faute, Charles Apollinaire Omba, ou alors l'État? Non, c'est d'abord à moi. À vous, Charles. Parce que pour la plupart des cas, ce n'est pas ça. Nous avons des cas où on se rend à l'hôpital sans avoir même pas un 100 francs pour se payer ne serait-ce que la consultation. Est-ce que c'est nous n'allons pas encourager des gens qui ne veulent pas produire le service public. Je dis Charles, nous n'allons pas encourager les gens à ne pas produire et à faire des économies pour leur santé sur le ridicule prétexte. La faute à qui? D'abord au citoyen lui-même qui ne prévoit rien pour sa santé. Merci à vous, merci à vous, s'il vous plaît, je vais vous passer la parole, vous allez voir, je gère le plateau, Alain Jock, oui. On dit qu'il y a déjà on séquestre les gens, ou alors il y a déjà, dans les gendarmeries là, c'est quoi? Le terme séquestré, en tout cas, les gars, oui. Bon, en tout cas, pour être plus sérieux, les gens vont à l'hôpital et vous allez pour peut-être l'accouchement, vous avez gardé, vous avez fait vos petites économies, vous savez que ça va vous prendre 30 à 50 000, mais quand vous arrivez là-bas, on vous dit c'est l'accouchement, voire césarienne. Et c'est une affaire de, voilà, au moins 300 000, 400 ou 500 000. Vous-même, vous ne gagnez pas grand-chose. Mais vous avez quand même eu cette volonté-là. Oui. Comment comprendre que ces personnes soient séquestrées alors? Oui, je pense que cette affaire est très grave. C'est très grave dans la mesure où je pense que les pouvoirs publics ont déjà essayé de faire, d'abord au niveau du ministère de la Santé, lorsqu'une femme accouche, on sait déjà ce qu'elle peut payer, à voix basse ou bien césarienne, on sait ce qu'elle peut payer. En revanche... Vous dites quoi là? Je dis que... Non, monsieur Job, il faut être... Enfin, vous êtes journaliste, oui. Vous faites souvent les enquêtes. Oui. Il y a que la femme est bien suivie. Mais le jour de l'accouchement, on lui dit... Vraiment, c'est pas possible là, par voie césarienne. Oui. Pourtant, on ne vous a pas prévenu que cela doit arriver. C'est pour ça que je dis, que il y a des pays qui sont là. Quelque part, exactement, je dis qu'il y a là des pays qui sont connus. C'est-à-dire que si une femme accouche par voie basse, on sait ce qu'elle doit payer. Par césarienne, on sait ce qu'elle doit payer. En revanche, aujourd'hui, lorsque certaines femmes arrivent, ou bien certaines personnes arrivent dans des centres, dans des établissements sanitaires, mais il se trouve que il y a des sommes inimaginables qui arrivent, on vous dit 300 000, on vous dit 500. Je me rappelle d'une chose, lorsque j'étais du côté de Douala, lorsque j'étais au collège, je suis allé une fois accompagner ma grand-mère à l'hôpital. Et j'ai rencontré des amis là-bas. Un ami me disait que ils ont déjà fait avec sa grand-mère là, dans cette, je ne vais pas citer l'établissement, 2 ans.
C'est-à-dire que sa grand-mère est là aussi à l'hôpital. Ils ont déjà fait 2 ans. Ils sont là dans cet hôpital. Chaque jour, il dit, mais pourquoi vous ne sortez pas? Il dit, mais on n'a pas d'argent. Je vous parle de 2 ans. Okay. Et quand je vous parlais du collège, ce sont des trucs de 2008. Donc, il me dit qu'ils sont là depuis 2 ans. Okay. Donc, je pense qu'il y a une politique qu'il faut mettre en place. Tout à l'heure, on parlait de la couverture santé universelle. Je crois que la dernière fois, on nous a parlé de la couverture partielle, c'est-à-dire qu'on a parlé de la couverture partielle, et quoi que c'est incompréhensible. Que nous sommes encore, nous sommes en 2024. Et on séquestre encore des gens à l'hôpital. Mais c'est inimaginable. Nous sommes au Cameroun. C'est trop. Nous pouvons comprendre que oui, il y a des gens, il y a des directeurs généraux qui sont là. En tout cas, ce qui est sur l'hôpital veut faire aussi des bénéfices. Quoi qu'il en soit. Okay. Mais il ne faut pas aussi, parce que la culture de l'assistanat tend aussi à être justement au Cameroun. Parfois, même quand quelqu'un a les moyens, il ne veut même pas. Je reviendrai vers vous. Vous reviendrez, vous allez voir. Aussi, merci, professeur. Ça semble amusant, mais c'est très sérieux. Si il y a eu des reportages, les femmes vous disent que bon, je suis arrivé, j'ai payé ce que je pouvais. Bon, je suis ici depuis 2 mois. On me demande 300 000, on me demande 500 000. Et je veux pas que je ne veux pas, je veux le dire. Moi, nous avons quand même constaté que les enfants qu'on gardait là-bas, certains soit tombaient malades, mais je ne sais pas, j'ai cru entendre que 2 sont même morts. Nous parlons d'un hôpital de Yaoundé, le gynéco-obstétrique de Ngousso. Alors, je dirais que la première chose qu'il faut clarifier, c'est que l'hôpital n'est pas une prison. Donc, on va à l'hôpital pour chercher la santé et non pour être gardé. Bon, si on trouve que ces gens sont en faute, qu'on les transfère en prison. Bien, alors, si l'hôpital garde, l'hôpital se fait en torse. L'hôpital même se fait en torse parce que l'espace que ces gens vont occuper, est-ce qu'on le crée? Donc, c'est un espace réservé aux soins qu'on va occuper maintenant pour incarcérer les gens. Ça pose un problème. Deuxième chose que je voudrais voir de manière plus fondamentale, plus structurelle, c'est qu'il n'y a pas un seul système de santé dans le monde. Mais nous sommes encore embrigadés dans ce que nous avons décrit dans le premier sujet, c'est-à-dire les prismes d'une culture d'emprunt. Ok, l'hôpital de sens occidental est là, avec ses qualités, avec ses capacités, avec tout ce que cette structure peut apporter. Mais ce n'est pas l'unique. Est-ce que vous savez que l'accompagnement pour les accouchements, les soins pédiatriques, connaissent des solutions d'une efficacité que vous ne pouvez même pas soupçonner dans la médecine dite traditionnelle? Il y a des accompagnements là-bas qui sont très très efficaces. Et je dis, les modalités de paiement là-bas ne permettent pas qu'on embrigade quelqu'un. Les modalités de paiement dans ces structures-là sont tellement ancrées dans la culture que personne ne peut rester gardé dans une formation comme celle-là 2 ans. Parce qu'on a accouché et on n'a pas pu payer à l'intercès. D'abord, on ne va pas être obligé de payer seulement en argent. On peut payer, on a d'autres modalités de paiement qui permettent des arrangements sociaux. Donc, c'est un tort même pour l'État que de fixer sa santé sur un seul système. Et les chiffres de l'OMS sont très clairs. Plus de 80% des personnes en Afrique subsaharienne ont recours à la médecine traditionnelle. L'OMS connaît, c'est ça. Mais quand l'OMS finance donc la santé dans le monde, l'OMS ne finance que la structure qui s'occupe exclusivement de 20%. Ça paraît injuste, ça paraît même aberrant. Donc, si le système dit traditionnel, dit africain, pouvait bénéficier aussi du financement, il s'organiserait
il aurait une efficacité améliorée et des gens pourraient se distribuer à peu près comme on a... Retour à la médecine traditionnelle. Oui, non pas retour. Moi je dis, il faut qu'on amène conjointement ces systèmes qui se complètent, qui sont complémentaires. Il y a des prouesses d'un côté, il y en a de l'autre côté. Et moi, je pense que si l'OMS, qui n'est pas une structure camerounaise, reconnaît cela, l'OMS devrait encourager les nations à diversifier aussi leur système de santé pour qu'on ne transforme plus les hôpitaux en prison. Ok. Eric, une situation assez grave en tant qu'homme politique. Les gens sont séquestrés. Il paraît qu'il y a les cellules là-bas. Nous parlons de l'hôpital. Comment comprendre cela? C'est inadmissible. Donc on ne peut même pas essayer de comprendre un phénomène pareil. Parce que voyez-vous, dans un état normal, il y a 3 choses qui sont non négociables. La première chose, c'est l'éducation. Le citoyen a le droit à l'éducation. La deuxième chose, c'est la santé. Les citoyens ont le droit à la santé. Et la troisième chose, c'est la justice. Pauvres ou riches, on a le droit d'être défendu en justice. Ça, c'est les 3 choses qu'un État normal ne peut pas s'amuser avec. Mais nous voyons aujourd'hui au Cameroun, tu vas à l'hôpital, tu es séquestré, tu n'as pas l'argent pour prendre un avocat, c'est même pas la peine d'aller au tribunal, puisque tu as d'office perdu, alors que l'État devrait mettre des moyens à la disposition du citoyen pour qu'il puisse défendre ses droits, pauvres ou riches. C'est ça le service public. Le service public permet un certain équilibre entre ceux qui ont et ceux qui n'en ont pas. C'est pour ça que le service public appartient à tous les Camerounais. Donc aujourd'hui, lorsqu'on séquestre un patient à l'hôpital parce qu'il n'a pas payé, comme le professeur vient de le dire, moi je le dis, l'hôpital, c'est pas une prison, l'hôpital, c'est pas un commissariat. Et aussi, il y a quelque chose qui est très important. Parce qu'il y a aussi, il y a une arnaque aussi derrière tout ça. Parce que quand tu vas dans un hôpital, en fonction de ta bourse, on fixe déjà un certain montant, disant que, je vois des femmes qui vont, elles n'ont pas de problème, on les fait accoucher par césarienne, simplement parce qu'il faut gonfler la facture. Ça aussi, il faut regarder, parce que tous ces coûts faramineux que finalement les Camerounais n'arrivent pas à payer sont souvent des coûts gonflés qui ne correspondent pas à la réalité et qui sont là pour enrichir les cliniques et les hôpitaux et généralement bien ficelés. Merci. J'ai 2 personnes qui savent parler, les 2 en 1 minute. Ce sont des amis, ils ne peuvent pas me faire ça qu'on a au-delà parce qu'il y a la pub qui est le journal tout à l'heure. Séquestration. Doit-on avoir peur d'aller à l'hôpital, M. Soudjem? Non, on ne devrait pas avoir peur d'aller. On doit désormais avoir peur d'aller à l'hôpital. Au contraire, on doit être content d'y aller parce que c'est là-bas qu'on donne la santé, c'est là-bas qu'on trouve la guérison quand on est malade. Et j'aime toujours rappeler que nous sommes dans un pays où 45% de la population vit avec moins de 1000 francs par jour. Nous sommes dans un pays où 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté. Donc nous sommes dans un contexte de pauvreté générale. Pour dire quoi? Pour dire que ces patients qui sont séquestrés, je n'aime pas ce terme séquestré là, ça ne convient pas au milieu. Il fallait donc, ces patients qui sont retenus, n'est-ce pas, à l'hôpital, faute d'argent. Je ne vois pas quelqu'un qui va se faire soigner et ne paye pas ses soins. C'est un problème de pauvreté et chat apollinaire. Et généralement, ce sont des patients qui ont même payé déjà ce qu'ils avaient, qui ont donné ce qu'ils pouvaient avoir. Il n'y avait même plus. Il n'y a plus. Vous voyez? Même pour manger boire la bouillie, ça devient un problème. Donc, pour dire que, n'est-ce pas, ce sont des gens qui doivent être pris en charge aussi bien par le ministère de la Santé. Nous y reviendrons, vous allez voir. Nous y reviendrons. Oscar. Oui, Charles Apollinaire, il y a un slogan qui disait encore dans ce pays, santé pour tous, tous pour la santé. En l'an 2000. En l'an 2000. Nous sommes en 2024 et on se retrouve encore avec des situations comme ça. C'est regrettable, n'est même pas le mot. Regrettable, c'est être très gentil. C'est être trop gentil de dire que c'est regrettable. Tout simplement pour dire que ceux qui dirigent le pays depuis plus de 60 ans ont démontré qu'ils sont suffisamment méchants pour ne pas placer justement la santé, l'éducation et la justice au cœur des priorités des populations. Et
je vais peut-être finir par dire aux citoyens camerounais qu'ils savent désormais ce qu'ils doivent faire. Nous sommes à l'aube de 2025, ils savent ce qu'ils doivent faire pour que les choses changent. Il faut tout simplement changer le système gouvernant actuel. Merci. Charles, merci. Rendez les hommes heureux, ils deviendront meilleurs. Merci. Donnez-leur les biens matériels, ils acquéreront les biens moraux. Ok, merci. Je veux rappeler quand même que il n'y a plus de malades séquestrés du côté de l'hôpital d'Ongousso. C'est résolu? Oui, lors de l'installation du nouveau dé. Pardon? Le ministre a dit s'il vous plaît, laissez-les libérer. Voilà, le ministre a demandé qu'ils soient libérés. Tous ceux-là ont été libérés. Monsieur le Président, Eric, on se retrouve très bientôt. Hein? Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, professeur. Vraiment, c'est un grand plaisir. Le plaisir est le mien. Ok. Merci au réalisateur et au diffuseur, et également à la hiérarchie qui a permis que l'on réalise cette émission. Mesdames, Messieurs, retrouvez l'information en langue anglaise dans quelques minutes lorsqu'il sera 19h. Et puis à 20h, Karim Okomo sera là pour le grand format en langue française. Ce sera bel et bien notre journal. Ne manquez pas, ne quittez pas, car à 21h, Thomas Dakendi sera là avec ses invités pour parler sport. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h, si et seulement si il plaît à Dieu. D'ici là, restez scotchés. Info TV, au revoir.